pour éclairer votre démarche citoyenne à l'approche des élections 2024. Vous connaissez bien sûr nos représentants politiques, mais vous ne connaissez peut-être pas l'homme ou la femme qui se trouve derrière le personnage public. Nous vous proposons une approche plus personnelle, plus intime des personnes pour qui vous allez voter. Écoutez-les. Bonjour Monsieur Baclaine. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu, Daniel Baclaine, après plus de 40 ans de carrière, conseiller communal de Champfontaine en 83, échevin des finances des sports, avant de devenir bourgmestre, d'accord? Dites-nous un petit peu justement qui est Daniel Baclaine. Je suis un habitant de Champfontaine, oui, depuis toujours. Mes parents y vivaient, et donc j'ai toujours vécu dans cette commune, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé très fortement dès le départ. J'ai fait des études de médecine à l'université de Liège, et c'est là que j'ai commencé à militer politiquement à l'université, dans les mouvements étudiants. Et après mes études de médecine, je me suis installé comme médecin généraliste à Beaufailly, où j'habite toujours. Et j'ai pratiqué la médecine générale pendant de nombreuses années. En même temps, j'ai fait une carrière politique en étant à la fois conseiller communal, conseiller provincial, puis échevin et enfin bourgmestre en 1992. J'ai donc 32 années de majorat à Champfontaine aujourd'hui. Et puis j'ai aussi été candidat à la Chambre des représentants, où j'ai été élu en 1994. En fait, j'ai remplacé Jean Goll, qui était aussi habitant de Champfontaine, qui était échevin des finances à Champfontaine, dans mon collège, et qui est devenu député européen en 1994. Et c'est ainsi que, étant élu comme suppléant, je suis devenu membre de la Chambre des représentants en 1994, que je n'ai plus quitté jusqu'à aujourd'hui, avec un intermède comme ministre des Pensions de 2014 à 2020 au gouvernement fédéral. Voilà un peu retracer ma carrière politique. Comme je vous l'ai dit, j'ai une carrière de médecin, mais aussi je me suis marié à Champfontaine d'ailleurs, et j'ai 3 enfants qui sont maintenant grands. Voilà. Mon fils est né à 45 ans et mes filles jumelles ont 42 ans. Et ils ont des enfants eux-mêmes, et donc je suis grand-père de 6 petits-enfants qui s'étalent de 8 ans jusqu'à 15 jours. Et donc, voilà, 8 petits-enfants, ce qui transforme aussi la vie. Hein. Tout à fait, exactement. Et une passion peut-être pour quelque chose en particulier, autre que la politique? Alors, j'ai fait beaucoup de sport hippique, donc j'ai monté à cheval pendant toute ma jeunesse. Avec du concours hippique. J'ai été vice-champion de Belgique junior à l'époque. Et donc ça, c'était une vraie passion que j'ai abandonnée au fur et à mesure de mes occupations professionnelles et politiques qui ne me laissaient plus le temps nécessaire. Aujourd'hui, je suis un grand lecteur, j'aime beaucoup la musique, je collectionne un peu les œuvres d'art, peinture en particulier. Et donc voilà, ce sont des passions plus sages que le sport hippique. C'est ce qui vous permet finalement de vous évader un petit peu. Exactement, il faut pouvoir garder des moments pour soi et des moments familiaux aussi. Beaucoup de gens entreprennent des études, vous avez justement parlé des études. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire par rapport à certaines personnes qui vous prennent certainement comme modèle? Je pense que, il n'y a pas d'études type à recommander. Hein. Chacun doit s'orienter en fonction de ses envies, de ce qu'il imagine aussi, hein, comme carrière professionnelle plus tard. Mais il faut surtout bien choisir les études que l'on entreprend, y réfléchir à 2 fois, et puis peut-être essayer de bénéficier d'expériences
bon, bien sûr de ses parents, de son entourage, mais aussi des personnes que l'on rencontre et qui peuvent influencer parfois les choix de manière positive. Ce qui compte, c'est de réaliser ce que l'on a vraiment envie de faire. Et il y a des tas de métiers aujourd'hui qui sont utiles à la société et qui sont disponibles, hein, puisqu'on a beaucoup d'emplois en pénurie. Aujourd'hui, on va vers le plein emploi progressivement. Et donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à chacun et à chacune. Bon, il y a les métiers intellectuels, mais il n'y a pas que ça, hein. Dans les métiers manuels, il y a une façon aussi de se réaliser pleinement. Et donc, voilà, chacun doit choisir au mieux. Et c'est la liberté de choix qui est importante. Vivre dans une société où il est possible de poser des choix et de choisir son orientation. Par rapport à votre carrière politique, est-ce que c'est une histoire de famille ? On parlait énormément de politique chez moi, dans les dîners, surtout le week-end. Hein. Et donc, oui, j'étais habitué au débat politique. Mais je n'avais pas dans ma famille de mandataires ou de professionnels de la politique. Et donc, moi, j'ai commencé à faire de la politique à l'université, au sein des étudiants libéraux, Fédération des étudiants libéraux, que j'ai présidé d'ailleurs sur le plan national, ce qui m'a permis aussi des rencontres très fortes qui sont restées importantes pendant toute ma vie politique. Et donc j'ai fréquenté beaucoup les étudiants libéraux néerlandophones aussi, comme Patrick de Waal ou Guy Verhofstadt, à l'époque, dans les années 70. Et puis c'était un moment où la politique à l'université était très indépendante des partis. Bien sûr, j'ai toujours été libéral, mais parce que je suis amoureux de la liberté. Mais nous avions des positionnements qui parfois n'étaient pas les mêmes que celles du Parti libéral à l'époque. Et j'en garde un très très bon souvenir. Est-ce que sur votre quand même plus de 30 ans de carrière, est-ce que vous avez peut-être des histoires à nous raconter, des anecdotes qui sont un petit peu croustillantes comme ça ? Un de nos colleurs principaux entre dans le café et dit « Mission accomplie, il n'y a plus un seul Mozart sur les affiches. » Et on est un peu interpellé, on dit « Comment ça, un seul Mozart ?» Et en fait, il y avait un concert Mozart dans une église de la commune, donc il y avait sur les panneaux d'affichage des affiches annonçant le concert de Mozart avec en grand écrit Mozart. Et le colleur pensait que Mozart était un candidat aux élections et avait surcollé les affiches de Mozart, et donc il était tout fier de pouvoir annoncer qu'il n'y avait plus un seul Mozart dans la commune. Alors, les élections approchent à grands pas, bien évidemment. Alors, quel serait le message que vous pourriez adresser aux citoyens pour qu'ils votent pour vous ? Je pense qu'on est dans une élection, on dit toujours ça, hein, que c'est l'élection la plus importante. Ceci dit, cette fois, moi j'ai participé à une vingtaine de campagnes électorales. Je pense que le choix qui est nécessaire aujourd'hui est particulièrement crucial. Parce qu'on parle toujours d'endettement, de déficit budgétaire, de difficultés dans tous les secteurs où il faut chaque fois plus d'argent. Hein. Et donc, en fait, la seule possibilité de maintenir des corps de police performants, une justice efficace, leur donner des moyens suffisants, de maintenir un système de pension qui soit soutenable pour l'avenir, que les gens puissent continuer à percevoir une pension correcte, un système de santé performant. Hein, on entend souvent dire qu'il faut augmenter tous les ans de 3-4%, sans se soucier de la façon dont on dépense l'argent d'ailleurs. Si l'on veut maintenir des systèmes sociaux et une solidarité forte, la seule possibilité, c'est le plein emploi. Et c'est d'obtenir un taux d'activité très élevé dans notre pays et faire en sorte que tous ceux qui sont capables de travailler, hein, qui ont une capacité de travail, travaillent effectivement. Ça, c'est l'enjeu pour moi aujourd'hui. Si nous obtenions un taux d'emploi de 80%, hein, tel que l'on le propose aujourd'hui,
on aurait de quoi subventionner l'ensemble des secteurs d'activité dans notre pays de manière correcte. Pas n'importe comment, hein, parce que les budgets, les montants des budgets, c'est toujours un peu théorique. Ce qui compte, c'est de bien utiliser les budgets dont on dispose. Et je pense que la Belgique est un pays où on est capable de faire ça. Étonnamment, aujourd'hui, on a un taux d'emploi de 66% en Wallonie, ce qui est beaucoup trop peu. Hein. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne travaillent pas et qui pourraient travailler. Et donc, on doit vraiment faire en sorte que ceux qui travaillent soient effectivement récompensés, que ceux qui travaillent gagnent davantage que ceux qui sont en inactivité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et ça, c'est, à mon avis, sur le plan socio-économique, la clé d'une réussite. Et puis, il y a tout l'enjeu et le questionnement sur les matières géopolitiques aujourd'hui, sur les inquiétudes par rapport à l'Ukraine, par rapport au Proche-Orient. Et là, on doit, me semble-t-il, réaliser qu'on a beaucoup de chance, nous, Européens, de vivre dans des démocraties libérales, où il est possible de décider de sa vie, de ses orientations sexuelles, politiques, professionnelles, où on peut vivre librement. Ce n'est pas toujours le cas dans le monde aujourd'hui. Et je pense que ce type de démocratie, aujourd'hui, les démocraties libérales sont menacées. Elles sont menacées par des satrapes comme Poutine, sont menacées par tous ces néo-empires que j'appelle non démocratiques, que sont la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Et je pense qu'on doit réaliser que la défense des valeurs européennes, donc des valeurs de base, des valeurs fondamentales, de liberté d'expression, de liberté de conscience, sont des valeurs inestimables pour lesquelles on doit s'engager. Et donc aujourd'hui, je pense que le mouvement réformateur et les libéraux représentent ceux qui le mieux peuvent assurer la défense de ces valeurs de base. Monsieur Daniel, je vous remercie au nom de TV Wallonie pour cette interview, pour nous avoir consacré un petit peu de temps. Je vous en prie. Également partagé. Et alors, bonne chance du coup pour vos élections. Merci. À bientôt. À bientôt.